Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Série, l'émission à mes côtés. Eh bien, Marie Maraco, la directrice du festival Série. Ça va, Marie? Salut Pierre, très bien. Merci d'être là. Et à nos côtés, eh bien, pour cette première, c'est une première, cette émission, nous avons la chance d'avoir Barbara Schulz. Bonjour. Comment ça va, Barbara? Merci. Très, très bien. Vous êtes comédienne de théâtre, récompensée d'un Molière de la Révélation féminine en 2001. Comédienne de cinéma et de télévision aussi, récompensée du prix de la meilleure actrice à La Rochelle. C'était pour Nadia de Léa Fazer. Vous êtes à l'affiche en ce moment de Romance, Barbara Schulz, série d'Hervé Admar sur France 2 qu'on peut voir en replay sur France.tv. Et vous êtes aussi réalisatrice, Barbara, d'un court-métrage, alors que j'ai vu, que j'adore. Il est bourré d'humour noir, Le Malheur des autres avec Jackie Berroyer, et il a été primé dans de nombreux festivals. Je me suis posé la question, si vous n'aviez pas eu l'idée aussi d'en faire, je ne sais pas, une série, c'est une bonne idée, genre la Six Feet Under avec des deuils, des enterrements, parce que c'est ce qui se passe un peu dans ce cours. Vous avez déjà écrit pour des séries ou eu envie d'écrire pour des séries, Barbara? Là, je suis sur un coup, là. Vous êtes sais pas comment on dit. Non, j'ai un projet de série que je développe avec deux scénaristes, Anne et Marine Rambach, qui avaient participé à Engrenage. Oui. Une idée que j'ai eue, c'est Hervé d'ailleurs, Admar, à qui j'ai dit, tiens, j'ai une idée, il m'a dit, bien ton idée, et du coup j'ai écrit, et hop, voilà. Donc on est en train de... Ah, c'est chouette, ça a un rapport avec Le Malheur des autres? Rien à voir, ah, non, rien à voir. Une mini-série, une histoire d'amitié, non, pas du tout. Bon, on va parler série, bien sûr, avec vous. On va parler aussi de romance, Barbara. En face de vous, Nils Raoult. Nils Raoult, vous êtes scénariste et directeur d'écriture. Vous avez coécrit la très belle série Fierté sur Arte, que j'ai beaucoup aimé. Vous dirigez l'écriture de la série Scam, série très sympathique qui fait un carton sur franche.tv/. Juste d'abord, un directeur d'écriture. Vous êtes directeur d'écriture, qu'est-ce que c'est ça? Un directeur d'écriture ou un directeur de collection, c'est le scénariste en chef. C'est celui qui va en fait superviser toute l'écriture depuis le développement de l'histoire, des arches, jusqu'au dialogue, au dernier dialogue avant le tournage. Alors Marie, on n'est pas à Fontainebleau, on est là. Alors qu'est-ce qui se passe pour série? Année confinée. Ouais. Oui, écoute, on s'est dit, on ne va pas se laisser avoir par cette pandémie. Yes. Et donc, nous passons en ligne. Et l'idée, c'était de continuer à faire ce qu'on fait depuis 9 ans, c'est-à-dire un tour d'Europe de la création sérielle, en donnant la parole à des interprètes, à des créateurs, à travers des modules, des émissions et des interviews. C'est série, mais sur Internet en quelque sorte. Exactement. Beaucoup de séries, j'imagine, pendant le confinement. Moi, j'en ai vu beaucoup. Pour toi, évidemment, ça a dû être... En plus, c'était un peu obligatoire, quoi. Il fallait préparer quand même ce série. Enfin, il y avait le doute de le faire ou de ne pas le faire, mais j'imagine que tu as vu beaucoup de séries. Ah bah oui, comme tout le monde pendant le confinement, mais nous encore plus. Ouais, oui. On en a reçu énormément. Il y a une problématique aujourd'hui qui est que cette pandémie a arrêté de nombreux tournages. Donc on en a discuté énormément avec les créateurs, les diffuseurs pour préparer ce série. Donc on a beaucoup d'œuvres qui sont en cours de production dans le cadre du programme. Et on est revenu aussi sur des œuvres un peu cultes, ou en tout cas qui nous ont marqué cette année. Super, bon, on va parler de tout ça, ça va être le sujet un peu de l'émission. Comment vous avez vécu le confinement, tous les deux, Barbara? Ça a été agréable, désagréable? Paris, avec mes enfants. En fait, quand tous les jours je voyais des articles dans Le Monde, si vous vous ennuyez, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que moi, en fait, je me suis transformée en housewife de Mad Men, je faisais tout, plus maîtresse d'école. Ouais. Donc j'ai à peine lu un livre. Non, si je me suis remise à lire, mais j'avais du mal à lire. Et vous avez J'ai pas eu le vu temps. des séries non plus alors? Pas tellement, j'avais pas le temps. Le soir, je tombais raide morte à 9h. C'est chouette le confinement. Non, je regardais des films avec mes enfants. On faisait cantine ciné-club. Tous les midis, je leur montrais des films. Ah, Voilà. C'est bien ça, ouais, c'est bien. Et vous, Nils? Moi, le confinement s'est bien passé. J'avoue, j'ai eu le nez creux. J'ai acheté une maison de campagne l'année dernière. Ouais. Et Ça, donc, tout le monde y pense maintenant. Tous ceux qui vivent Paris dans des petits appartements. Mais c'est mon côté précurseur. Voilà. Comme toujours. Et du coup, j'ai fait le confinement à la campagne. Donc, je ne peux pas me plaindre. Un énorme jardin, un parc en fait, soyons honnêtes, quoi. Donc j'ai fait le confinement à l'extérieur. Ouais. Et pour les séries, le drame des auteurs, et surtout en cette période de confinement, c'est vrai que ça a impacté beaucoup de postes, mais beaucoup moins les auteurs finalement, puisqu'on travaillait déjà à domicile, à distance, et puis surtout, comme tous les tournages étaient arrêtés, c'est vrai que les auteurs ont été très sollicités pour développer des nouveaux projets, justement pour attaquer cette nouvelle vague à la rentrée. Donc voilà, donc je ne peux pas me plaindre sur le boulot ni sur
les conditions du confinement, j'avoue. Il y a plein d'auteurs, j'ai entendu, qui avaient quand même du mal à écrire parce qu'au début, ils se disaient, en fait, nous, c'est pareil, qu'on se confine tout le temps, mais que le fait que l'extérieur ne vive plus, ça a changé la donne et c'était pas aussi facile de... Je sais pas comment c'était. Ouais, beaucoup de créatifs. Alors, moi, j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai dû travailler vu que j'avais des deadlines et tout. Mais ouais, beaucoup de créatifs, en fait, pas que les musiciens aussi. Oui, c'est ça. Il y a eu soit, ça me bloque dans ma créativité, alors que je le fais tous les jours, mais là, du coup, je fais plus rien. Ce qui a permis aussi de développer la créativité de gens qui n'ont pas l'occasion de le faire au quotidien, des gens qui ont des métiers beaucoup plus formels et voilà, qui justement ont eu ce temps libre pour faire la peinture, chanter, faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est vrai que chez les auteurs, t'as les deux, t'as ceux qui ont été débordés de boulot et puis ceux qui du coup, ont été un peu crispés, n'ont pas réussi à le faire. Ouais, et nous, évidemment, on s'est dit, il y en a un qui va en parler très très bien. C'est Thomas Lilti, puisqu'en fait, Thomas a interrompu le tournage d'Hippocrate et Thomas est médecin. Donc, on l'a rencontré. On est allé le voir, Thomas Lilti, donc médecin et cinéaste, enfin surtout cinéaste maintenant, Thomas Lilti, quoique. Alors au cinéma, il a marqué le public et les critiques avec sa superbe trilogie Hippocrate, médecin de campagne avec François Cluzet, première année. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a réussi une magnifique première saison avec Hippocrate dont tu parlais, la série, succès d'audience sur Canal, et donc il était en plein tournage de la saison 2 quand la pandémie est arrivée. On va écouter Thomas Lilti. Comme on est dans un hôpital, nous, et qu'on a un bâtiment entièrement désaffecté d'un hôpital, et que je tourne beaucoup avec du personnel soignant qui travaille dans l'hôpital, on était au courant, on avait les infos, et puis de toute façon, on voyait bien, comme tous les Français, on savait qu'il se passait des choses. On a commencé à se dire, déjà à reporter beaucoup toutes les scènes avec de la foule, à reporter aussi les scènes d'intimité, déjà intuitivement on le faisait, et à reporter les scènes avec, on avait un comédien un peu plus âgé, qui a une santé un peu plus fragile, on va dire, et on avait commencé à reporter aussi ces séquences en se disant, bon, lui, il vaut mieux qu'il reste chez lui, qu'il ne prenne pas de risques. Et puis, on a eu un petit espoir parce qu'il y a eu les élections municipales. Ça, c'était le dimanche. Et puis, quand même, dans la journée du dimanche, avec les producteurs, on s'est réunis et on s'est dit, allez, stop, ça va pas être possible. Et le mardi, de toute façon, on était confinés. Je n'ai pas du tout envie de me montrer héroïque. La première semaine, comme tout le monde, je me suis, comme beaucoup, je me suis carapaté. Je me suis dit, oh là là, confinement, moi j'ai 3 enfants à la maison, on va jamais s'en sortir dans un appartement. Je pars au Vert, j'avais la chance de pouvoir aller dans la maison de mes parents qui est en province. Et je me suis dit, je me mets au Vert. Puis au bout de 3-4 jours au Vert, je me suis dit, mais... Oh Thomas, t'es médecin aussi quand même, là t'es en train de... Et je regardais les infos comme tout le monde, les morts, les arrivées aux urgences, l'hôpital qui débordait. Surchargé, oui. J'ai pris le train, je suis rentré à Paris et j'ai dit, bah non, là il faut que j'aide. Et je suis allé aider dans l'hôpital dans lequel je tourne la série. Et ça, j'y tenais. Et comment ils vous ont accueilli Super. Les médecins, l'équipe soignante? L'équipe soignante, super. Déjà, certains me connaissaient, avaient travaillé sur la série. Moi, je n'avais pas pratiqué depuis 8 ans, donc j'ai vraiment fait ça modestement. J'ai joué un rôle un peu, pas vraiment de médecin, entre l'externe, l'interne, le médecin, c'est-à-dire entre l'étudiant et le médecin, je faisais ce que je pouvais. Quel ressenti à ce moment-là? Redevenir médecin, vous qui avez toujours Ça m'a eu... beaucoup touché, beaucoup touché. Ah ouais. Je me souviens, le premier jour, quand je sors de l'hôpital, je suis très ému. Premièrement, je comprends pourquoi j'aime autant le monde des soignants, pourquoi j'ai autant besoin de leur raconter, pourquoi même si ces études de médecine, elles ont été contrariées pour moi, puisqu'il y avait aussi cette envie de faire du cinéma. Mais quand même, il y a quelque chose qui est très présent, très fort. Et en même temps, je comprends pourquoi finalement, c'était pas pour moi la médecine. Ma place, elle est vraiment d'essayer de raconter leur histoire plutôt que de soigner. Thomas Lilti, donc, qui reprend en ce moment le tournage d'Hippocrate saison 2. Il avait un peu de pression. Il se demandait si la magie allait encore opérer. Il n'était pas complètement sûr de ça. Vous avez déjà connu une interruption de tournage, Barbara? Moi, je suis en interruption, là. Ah oui? En ce moment même. J'étais en train de tourner une série pour la Une avec Cécile Bois, Joe Star et Malik Zidi. On tournait à Saint-Malo. Et j'allais attaquer ma grosse semaine avec Sadtech, j'avais tout appris et blam, on s'est arrêté. Voilà. Et on reprend le 15 juillet. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on ressent? Je ne sais pas, quand les choses s'arrêtent, qu'on est prêt à... Voilà, on est arrêté dans son élan, voilà, c'est ça. Et puis bon, Et en même temps, j'avais beaucoup de textes, donc une part de moi un peu mauvais élève, et comme ça, pas tout de suite, mais en même temps, il va le faire. Donc non, voilà, on attend. Non, dans ces temps un peu étranges où beaucoup de choses sont incertaines, même pour... Voilà, je devais faire une pièce de théâtre, ça s'est repoussé d'1 an.
Là, je sais que le 15 juillet, vous allez reprendre. Je vais être actrice à nouveau. Oui, ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien. Et donc vous allez vous replonger dans le texte quand pour le 15 juillet? Alors, justement, je pose la question au premier assistant, mais on ne reprend pas dans l'ordre, donc ça va être en septembre, donc je ferai ça en août. Je pense que c'est dans un tiroir quelque part, je l'ai rangé, je l'ai appris, ça va, voilà. Je vais faire ça plus tard. Ça vous est arrivé, vous, Nils? Non, j'avais rien en tournage au moment du début du confinement. J'avais le premier film que j'ai coécrit qui était en post-production, et donc la post-production a un peu morflé à ce moment-là. C'était en plein montage, mais ça a pu reprendre malgré le confinement, donc voilà. Mais pas d'interruption de tournage pour moi. Mais c'est vrai que ça touche tout un tas de postes, y compris donc le montage, mais voilà. Et on pense à l'avant. Moi, je me vois sur le tournage, peut-être 10 jours avant qu'on arrête, où je commençais à lire, je voyais que ça... Ouais. Et tout le monde se fait la bise sur les tournages. Et j'arrive un jour et je fais, non, on ne va pas s'embrasser, c'est idiot. Ouais. Et on me fait, oh, écoute... Et en fait, après... Oui, j'avais raison. Non, mais Thomas Lilti, lui, comme ils étaient effectivement au contact de médecins, parce qu'il y a des vrais médecins, des vrais personnels soignants qui travaillaient sur la série, et oui, ils savaient, donc ils ont commencé à faire attention bien avant. Est-ce qu'on fait attention à l'actualité, Marie? On se posait la question aussi de s'il y a un événement, par exemple, fort au niveau de l'actu. Est-ce qu'on peut intégrer ça, par exemple, dans Scam, dans l'écriture? Scam, on a écrit, là, c'est la saison 6 qui vient de se terminer et qu'on a écrite l'été dernier, en août ou en septembre. Évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas anticiper quelque chose comme ça. Personne n'a pu anticiper correctement, manifestement. Et du coup, comme la série veut cet aspect réaliste, là où a priori les personnages vivent en marge des êtres humains, pour ceux qui ne connaissent pas la série, voilà, les séquences de chaque épisode sont diffusées en temps réel. C'est-à-dire que si un truc se passe le dimanche à 12h30, un clip sort le dimanche à 12h30, et l'épisode intégral est en fait la suite de ces séquences qui se sont déroulées pendant la semaine, avec un épisode par semaine. Et donc du coup, forcément, il y a un break de réalité là dans cette saison, puisque tous nos personnages sont au lycée en train de préparer le bac, alors que pas du tout dans la vraie vie, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage, ça casse le réalisme de la série, mais on ne pouvait pas savoir. Et maintenant, pour les auteurs, l'enjeu, c'est effectivement de savoir à quel point tu intègres un événement comme celui-ci dans ce qu'on écrit. Et ça peut différer selon les auteurs, ça peut différer selon les producteurs ou les diffuseurs d'ailleurs, puisqu'il y a autant de producteurs et diffuseurs qui disent n'en parlons pas, en fait, parce que dans un an et demi, quand la série sortira, ça sera peut-être déjà très loin. D'autres qui disent non, il faut en parler et s'approprier justement cette histoire qui nous appartient à tous. Elle a vraiment à tous, au monde entier. Donc c'est un peu à chacun de voir. Après le plus complexe, c'est la pérennité. Est-ce qu'on parle d'un épiphénomène et ça a été l'année 2020, on en parlera comme ça dans les bouquins d'histoire, ou est-ce que ça va reprendre? Est-ce qu'il va y avoir une épidémie tous les ans, tous les 2 ans? Est-ce qu'il va y avoir un Covid-20, 21, etc. Donc, on est d'accord. C'est pas un souhait de ma part, Barbara, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est que nous, on a commencé la sélection des séries pour Série il y a quelques mois déjà, puisqu'on a dans un schéma où il faut anticiper. Et une chaîne belge nous a proposé une série, en fait, qui a anticipé cette pandémie. Donc le contexte est un petit peu différent, mais honnêtement, en relisant le projet à la lumière de l'actualité, etc., au mois de mars, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Donc on a rencontré quand même l'équipe, parce qu'on ne peut pas passer à côté, de cette série qui s'appelle Arcadia, où donc le principe est qu'une pandémie arrive et envahit la Terre et fait en sorte que les gens doivent se cloîtrer chez eux, etc. Et donc la grande question qu'on se pose, c'est effectivement l'écriture ayant commencé avant que ça devienne réalité, on n'est plus dans l'anticipation, on est dans une espèce de réalisme alors que c'était une série science-fiction. Donc c'est assez intéressant à écouter et je trouve qu'en ça, on se rend compte quand même que les auteurs, je trouve, moi, il y a vraiment quand même un côté éponge à vivre dans cette société et finalement anticiper des choses en imaginant que ça peut arriver et en étant très très près finalement de faits de société qui peuvent arriver pendant l'écriture. Tu es un peu obligé en fait d'être aux prises avec le réel parce que tu essayes d'anticiper encore une fois ce qui va parler au public, ce qui va faire parler dans la société effectivement et je suis pas étonné au-delà du principe si tu veux de série d'être confiné, d'être cloîtré comme ça chez soi qui marchera toujours. C'est vrai qu'il y a des choses comme moi j'ai vu passer des projets qui parlaient de violence policière il y a déjà longtemps alors qu'on est en plein dedans, etc. Donc mais parce que souvent en fait tu sens que quelque chose couve et
ça va exploser plus tard, quoi, sur des faits de société, sur des faits médicaux, politiques, etc. Donc, c'est toujours hyper intéressant de voir effectivement l'anticipation des créatifs, des auteurs, des réalisateurs. Donc, Et je vous propose d'écouter du coup Philippe de Schepper qui est revenu parce qu'il a magnifié ça avec un système de notation comme on connaît dans certains pays déjà, qui est assez flippant. When now fiction comes so close to reality, has it changed something in the way you tell your story or you think about it? Have you changed your mind or the storylines? The idea of the virus was, of course, before we ever heard of coronavirus or COVID-19. So that was already early on in the concept, because you read somewhere that such a thing could happen, and it could, if it's a bad combination, it can wipe out like a lot of the world population. So when it happened, it helped us in a way, because the skeptical people about the thing with the virus, they lost their critic in a way, because look at what's happening. So it can happen. The good thing, if it's also a strange thing to say about this virus, but the good thing is that we lived it in a way, how government reacts to a virus like that, and how you can protect yourself, and the choices that have to be made between, do you care about how safe people are, or do you care about the economy? That's like, it's already a big question, and you ask different people, and different people will have different opinions. And I think that's always good for drama, if you can write about something where different people have different opinions, like do you care more about freedom, or do you care more about safety? It's a very difficult question to answer, and you ask 4 people, and they will have 4 of them will have another answer, what they want to give up from their freedom for the safety. So I think in all, it helped us even more to think about what we were writing and getting it right, I think. Arcadia, donc série belge d'anticipation qui va finir par devenir une série historique, hein, on ne sait pas. En tout cas, il faut être un peu médium en quelque sorte pour quand on est créateur des séries. Il faut se sentir, il faut peut-être même pratiquement anticiper l'avenir. Vous aimez les séries de science-fiction? Sinon, science-fiction, anticipation, c'est des choses, domaines qui vous intéressent Oui, moi j'aime Voyage dans le temps. Ah ouais. Mais j'avais, Dark, la série allemande, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et j'avais pas aimé l'adaptation de Stephen King, là, de 21-11-63, là, que je trouve un peu ratée. Mais oui, j'aime bien. Après, Years and Years, ça m'a énormément angoissée. Ah ouais. J'ai arrêté. Mais c'est normal. Ouais, mais au bout d'un moment, ça me fait mal, en fait. C'est l'anticipation. Ah oui. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça trop proche de la réalité. Ouais, c'est trop noir. C'est tellement bien vu. Pas de pandémie, mais c'est bien vu. Ouais, c'est bien vu. Moi, je trouve ça super, ouais. Ah ouais, moi, c'est super, mais ça me fait du mal. Mais je comprends le côté anxiogène, parce que justement, trop proche de... c'est possible. À aucun moment, tu te dis, ça n'arrivera jamais. Tu te dis... Ah non. On a l'impression de tendre, d'avoir une espèce de... En fait, oui. C'est ce qui va nous arriver. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça, et je préfère l'anticipation à la science-fiction d'ailleurs pour ça, parce que j'aime bien justement cette réflexion sur un autre monde qui est possible, qui est probable, plus ou moins loin, etc. La science-fiction, ça a quand même des codes très marqués, mais l'anticipation, quand tu regardes un épisode de Black Mirror, encore une fois, il y a des choses là où tu te dis, on note déjà ce qu'on mange, nos docteurs, les lieux là où on dort, etc. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas noter les êtres humains directement? Oui, probablement, quoi. Et la réelle politique. On note ces dates sur les applications, n'y allez pas, je ne dis pas un gros mot, mais voilà, quoi. Donc finalement, c'est pas si loin que ça, quoi. Donc j'aime bien l'anticipation pour ça, parce que ça te force à réfléchir à vers quoi on se dirige, et essayer justement de contrecarrer ça si jamais la vision te plaît pas, ou de prévenir en tout cas les gens. Oui, c'est vrai. Mais Russell T. Davies, on l'aura. Oui, Russell fait partie des invités de série cette année en ligne. Donc on a effectivement une discussion avec lui où lui-même a été complètement étonné de voir qu'au moment où la série est sortie, finalement, il était quasiment rattrapé par la réalité. Encore un. Et on a l'impression de vivre un petit peu dans Years and Years parfois quand on regarde les news. Hein. C'est vrai que ça a un côté un peu flippant. On parlait de voyage dans le temps. Alors évidemment, romance. C'est ça commence par un voyage dans le temps. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce projet d'Hervé Admar, Barbara?
parfois, quand on lit, il y a toujours un truc qu'on aime moins ou qui est moins bon. Mais là, le paquet était parfait. C'est-à-dire, bon, Hervé Admar, je connaissais, j'avais vu Pigalle la nuit, Derrière les murs, voilà. J'ai trouvé... Bon, alors, Voyage dans le temps, c'était pour moi. Et non, ça m'a... Voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire d'amour sans ironie, et réussie, vraiment. Les acteurs qu'on me proposait comme partenaire étaient quand même pas dégueux. Donc, tout était parfait. Pierre Dadonchamp, Olga Kurylenko, Simon et puis Simon Abkarian. Ouais. Le jazz, le rock. Voilà, il y avait énormément de choses qui me séduisaient. C'était facile de dire oui. On a quelques images, Marie Bien sûr, Hervé était venu présenter Romance l'année dernière à Fontainebleau. Donc on a un petit montage qu'il nous avait fait exprès pour l'occasion. Ah ouais, c'est le montage de l'époque. Ouais. Oui. Rise from the dead, oh well, oh well. Now I feel just like a deep well down and dry. Yeah, yeah, yeah. I've got a phone and the color TV, and I've never felt so lonely. Go! Yeah, I feel so lonely, so lonely. I feel so blue. Yeah, I feel so lonely, so lonely. I feel so blue. Yeah, I feel so lonely, so lonely. I feel so blue. Yeah, I feel so lonely, so lonely. Yeah, I've got a girl and friends who love me, yet I've never felt so lonely. Go! Voilà, Romance, série très ambitieuse. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, au-delà du travail des interprètes, bien sûr, Barbara, du scénario, de l'histoire, c'est qu'elle est très travaillée, elle est très ambitieuse au niveau du look, j'ai envie de dire, du design général de cette série. Je trouve ça très beau. C'est presque mélancolique de replonger dans ces années 60. Vous parliez du début du jazz, là, tout à l'heure, de la naissance du rock. Est-ce que ça joue aussi pour l'actrice que vous êtes, la comédienne que vous êtes, enfin l'ambiance générale, j'ai envie de dire, la manière dont ça va être réalisé, filmé ou pas, ou c'est d'abord le personnage, le scénario qui compte? L'histoire avant, il m'est arrivé d'accepter de faire 2 phrases parce que j'aimais l'histoire c'est l'histoire avant tout. Avant tout. Après, et de refuser des rôles bien dans des trucs merdiques, quoi. Enfin voilà, ce qui est rare quand même. Mais, mais là, c'est vrai que ce qui est très rare à la télé française, c'est que Hervé Admar, il a la chance d'écrire, de concevoir, de tout contrôler. Et très souvent, enfin, que ce soit le club de jazz, le Wonderland, ou j'avais l'impression d'être en 1960, il y avait un souci du détail. Et c'est quelqu'un qui aime le réalisme. Et c'est-à-dire que, par exemple, les scènes de fête, que je trouve toujours ratées en France, parce que la figure s'ennuie et qu'il y a quelque chose de faux, là,
ils s'en foutaient des raccords, il n'y avait qu'une consigne, amusez-vous. Et du coup, bon, il n'y avait pas d'alcool, mais toutes les scènes étaient live, il n'y avait pas d'enregistrement. J'avais l'impression d'être en 1960 dans un club de jazz et de rock. Et puis, à un moment, il y avait une scène en bagnole avec Simon et Pierre, je crois, et l'accessoiriste vient nettoyer le pare-brise, à la demande du chef-op, certainement, et il fait « Non, moi j'aime quand c'est vrai, quoi !» Bah oui, ça c'est bien ça. J'aime bien quand les gens ont des chaussures sales aussi dans les films. Parce qu'on est toujours Sinon, trop, vous remet un trop truc, mais non, mais oui. voilà. Et je pense que ça se ressent parce que les reconstitutions historiques, souvent, je trouve que ça sent c'est faux. Oui, Alors vrai. que là, il y a ça fait quelque chose de... Oui. Et comme en plus c'est sur le voyage dans le temps, on frissonne avec le personnage principal parce qu'on sent cette touche vraie en fait. On voyage bien. Ah oui, c'est une vraie question, le réalisme aussi. Alors moi, il y a une tendance que j'ai vraiment observée en préparant série depuis quelques années, mais vraiment cette année, j'ai trouvé ça très prégnant. C'est l'adaptation de faits réels, de faits de société, de faits historiques en série et même de faits divers. Donc on a énormément de séries au programme qui reprennent. Alors on a des séries suédoises, même il en existe des françaises, où on a des faits divers qui ont marqué le public, qui sont transformés en fiction. Il y a une série espagnole sur l'émergence d'ETA, par exemple, et il y a une série qui m'a particulièrement marquée, dont j'aimerais vous parler, qui s'appelle 22 juillet, qui est une série norvégienne sur les attentats d'Oslo et d'Utøya. Et je me suis demandé, en fait, comment les créateurs peuvent s'emparer de faits aussi dramatiques, et aussi marquants et aussi impactants sur toute la société, et les transformer en fiction, en une fiction que le public aura envie de regarder. Ouais. Et on a présenté l'année dernière à Fontainebleau une série danoise qui s'appelait When the Dust Settles, qui était effectivement sur un attentat, souviens-toi Pierre, on a présenté en ouverture du festival, qui était déjà effectivement très forte. C'est-à-dire que l'ouverture était très forte, la scène d'attentat. Et c'est vrai qu'on parle de série, en général on se dit c'est du divertissement, il faut divertir les gens et les amener devant les écrans. Or, moi je remarque que c'est une tendance très forte, notamment dans les pays nordiques. Alors ils sont pionniers quand même, il y a eu le nordique noir, là ils en sortent, maintenant on est très sociétal, un peu sérieux, etc. Et je suis curieuse d'avoir votre avis, mais peut-être qu'on va écouter d'abord les créateurs de 22 juillet. We followed all the horrors and we knew people who had lost their children, and we live in Oslo, so we could see how the town was destroyed. And we live close to the hospital, so we could also hear all the helicopters that came with the injured youth. So we were very involved and thinking a lot about what happened. And we wanted to sort of, I think maybe you always want to work with what fills your mind, what you think about and feel around, you want to sort of use in your creative work, but we didn't know how to present it in a good way, because it's a very, very complex thing that happened. And then we actually watched Tremmy, American TV series, and we found out that there's a good way to tell about this terror attack is to follow the people who are working, like, medical doctors, journalists and policemen, and trying to look at this attack through their experiences. And then we had like an idea, how can we tell the story of 22nd of July without somehow interfering with the primal victims and with the perpetrator, and to try to tell it like ripples in the water, to see how it affected the society. We wanted it to be a very realistic series, and we wanted the story to be very, very truthful and very close to all the experiences that we got from all our interviews. Voilà, c'est des projets qui sont à la fois fort ambitieux, mais en même temps, on est un peu comme ça, on est un peu sur ses gardes, j'ai envie de dire, presque face à des séries qui touchent à des phénomènes aussi tragiques qui ont durement touché une société. Nils, vous, en tant que créateur, justement, est-ce que, je sais pas, il y a une peur, une appréhension face à des sujets comme cela? Comment... Non, parce que c'est important d'en parler. Moi, je pense, encore une fois, c'est un truc qu'en France, on fait plus lentement. On s'approprie des faits historiques.
10, 15, 20 ans après, quand on a cicatrisé et qu'on peut en parler, il y a un regard sur le passé, comme sur notre passé colonial ou des choses comme ça, qu'on a du mal à montrer à l'écran. Il a fallu un certain laps de temps. Oui, l'Algérie, par exemple, ça a été très très long. Et c'est vrai que s'emparer de sa propre histoire, il y a quand même un truc obligatoire, hyper intéressant, passer par un médium fictif en plus, même si c'est la réalité, ça reste une série, un film, peu importe la forme. Et c'est pas trop tôt, par exemple, pour faire une série sur le Bataclan, je crois que c'est vraiment la sensibilité de chacun, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de se tenir éloigné de ça parce que c'est trop proche et trop personnel, surtout si on est directement ou indirectement affecté. Pour un devoir de mémoire, pour d'autres gens, ça va être important pour eux de voir ça. Et puis après, de manière générale, mais tu le disais, Marie, il y a un besoin chez le public, les spectateurs, et on le remarque tous, d'avoir quelque chose de réel, donc adapté d'un fait divers, d'une vraie histoire, ou qui mimique un réel avec des sujets identifiants, tout un chacun sur le couple, sur les enfants, sur le travail. Et il y a des articles en ce moment, beaucoup qui analysent ça en fait, et ce besoin d'avoir dans la fiction une grosse part de réel. Pour faire peut-être la différence avec un monde rempli de nouvelles qui n'en sont pas ou qui sont fausses, de la mésinformation. Donc il y a plein d'analyses en ce moment sur l'authenticité, une recherche d'authenticité, y compris à travers la fiction, parce que on la trouve pas toujours dans le monde dans lequel on vit, ce qui est très, très, très bizarre en fait. Mais pour Fierté, c'était une série historique aussi qui parlait d'événements historiques. Quand on fait Fierté, donc on fait 3 épisodes qui se passent à ces dates clés pour la lutte pour les droits LGBT, et on le fait pour pas oublier aussi. Pour pas oublier d'où on vient, pour pas oublier le chemin parcouru, les combats qui ont été menés en fait, et pour se dire qu'aujourd'hui, si tu es en couple homo et que tu peux te marier, poser un dossier pour l'adoption, etc. C'est qu'il s'est passé des choses avant. C'est parce qu'il y a des gens qui sont battus avant, parce qu'il y a eu des steps, il y a eu des marches à franchir, et je trouve que ce regard vers le passé pour comprendre qui on est aujourd'hui est hyper intéressant. Mais ça marche aussi pour la naissance du jazz, pour le rock, pour la série historique a vraiment cet intérêt là en fait. Généralement, elle a d'autant plus d'intérêt qu'on la met en parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour le jeu? Dans le jeu, cette volonté d'authenticité, etc., ça veut dire qu'il faut épurer plus le jeu? Est-ce que parce que je pose une question, est-ce que ça a une implication? Est-ce qu'il y a une attente différente de la part des réalisateurs, etc. ou pas? Si on a face à soi un bon directeur d'acteur ou un mauvais directeur d'acteur. Il n'y en a pas. Moi, après, j'ai pas l'impression de jouer. Alors, le théâtre, c'est autre chose. Le théâtre, c'est technique, donc forcément la voix, pas pareil. Mais au cinéma ou à la télé, et tout, que ce soit quel que soit le projet, que je sois en costume, pas en costume, je pars toujours de l'humain, de la vérité, que ce soit quelqu'un qui existait, pas existait. Ça part de la chair, c'est organique, alors ça doit être vrai. Enfin, il n'y a pas de... ça se passe pas là. Non. Donc pour moi, je ne change rien à ça. Mais, ne changez rien. Mais la fiction, je me m'interroger par rapport à l'histoire du Bataclan et tout. Je pense que ça va être très dur pour les gens qui ont eu de la famille dedans. Et après, je pense que la force de la fiction, c'est de nous replonger dans des événements d'une façon totalement différente. Et oui, ça frappe, ça beaucoup plus que le reportage ou le documentaire. Et sur Skam d'ailleurs, c'est marrant, donc c'est une série norvégienne au départ. Il y a vraiment eu ce travail des Norvégiens, il y avait cette volonté de la chaîne publique de s'adresser à des jeunes femmes de 16 ans, etc. Donc il y a eu un vrai travail que vous avez dû vous approprier pour en faire une série française avec un ADN français. Comment ça se gère tout ça en fait à l'écriture? En fait, la consigne, elle était relativement claire. Donc, Skam, à la base, c'est une série norvégienne qui vient de la NRK, justement, qui était hyper réaliste, qui traitait de cette bande d'adolescents au lycée. Quand on l'adapte en France, on est le premier pays à le faire, mais on a tous signé à peu près au même moment. Quand je dis tous, c'est parce qu'il y a eu des adaptations en Italie, en Espagne, en Belgique. Donc il y en a eu un peu partout. Et la consigne, en fait, c'est rester fidèle à l'histoire d'origine. C'est un remake d'une série qui existe, donc pas la trahir. Et effectivement, en profiter pour pouvoir parler de problématiques très personnelles. Ça va jusque dans des détails qui n'en sont pas, mais typiquement, il y a un personnage racisé dans la version originale qui est arabe, qui chez nous, en fait, devient une adolescente qui est noire. Donc jusque au niveau de langage, à l'argot évidemment, aux expressions,
à la manière de consommer la fête, l'alcool, la drogue, sur des lois aussi. Par exemple, Iman, chez nous, porte le hijab, mais elle porte le hijab en dehors de l'école, puisque à l'école, c'est interdit en fait, en tout cas tant qu'on n'a pas atteint la fac. Et c'est vrai que c'est pas le cas dans tous les pays évidemment, donc déjà rien que ça fait une différence, qui m'a valu plein de messages sur les réseaux sociaux de mais pourquoi elle porte pas son hijab à l'école, de rapport à sa foi, etc. Alors que non, c'est là légalement, elle peut pas. Donc en fait, tu prends en compte toutes ces spécificités, et puis tu essayes aussi de raconter une histoire qui, même si c'est la même, va être légèrement différente aussi parce qu'on n'est pas le même public en fait. Le public norvégien, le public français, le public américain, on n'a pas les mêmes attentes, on ne réagit pas aux mêmes choses en termes de dramaturgie, en termes de choses comme ça, quoi. Et après. Mais depuis la 5e saison, c'est une écriture originale. Totalement inédit, ouais. Voilà, c'est ça. On va plus loin que les Norvégiens. On va plus loin que les Norvégiens, ouais. Enfin, on va plus loin. En tout cas, on fait plus de saisons. Ouais. Mais ouais. Et après, il y a des contraintes qui sont purement techniques. Tu vois, le Scam à l'origine sur la NRK a des épisodes qui peuvent faire. Un épisode va faire 18 minutes et celui d'après va faire 52 minutes. Et évidemment, aucun diffuseur en France va dire bon bah tu fais ce que tu veux de ton épisode, quoi. C'est l'intérêt de la diffusion en ligne. Mais même la diffusion en ligne, en fait, si tu veux, parce que les Scam France est aussi diffusé sur France 4, donc tu as un slot en fait de diffusion. Et du coup, on avait des épisodes de 21 minutes. Donc il y a aussi cette contrainte de comment tu fais rentrer 52 minutes d'intrigue dans 21 minutes ou des choses comme ça. Donc non seulement tu l'adaptes à la culture française, à ce qu'on vit dans la société française, mais en plus avec des contraintes comme ça qui n'étaient pas celles du tout de la série d'origine, il a fallu ruser. Typiquement, quand tu passes de 52 minutes à 21 minutes, tu dramatises beaucoup plus. Tu utilises de la comédie parce que c'est un format qu'on connaît plus en comédie, les 20 minutes, 26 minutes, 30 minutes. Et voilà, donc tout impacte en fait, même dans des micro-détails, cette adaptation. Ouais. Oui, mais justement, au-delà de l'adaptation, comment les codes, comment vous trouvez les codes adolescents? Parce que vous parliez là de Parce trouver... que je suis vieux. Non mais justement, parce que ça change hyper vite. C'est hyper. On a du mal à les suivre, les ados. C'est-à-dire qu'ils inventent un mot moi, je me demande, vous avez tous les mois. Consultants ados ou pas? Alors, mais oui, c'est ça que je l'ai Vous ne pas les Norvégiens, hein, attention. Ouais, en fait c'est l'avantage de faire une série historique, évidemment, c'est que le langage est très marqué à une époque, et du coup, ça paraîtrait pas anachronique. Ce qui est compliqué quand on fait une série contemporaine, une série a fortiori réaliste, c'est que la langue évolue très vite. On le voit chez les jeunes. Au moment où tu écris, tu tournes et ça sort, et déjà ça se dit plus. Exactement, l'argot que tu utilisais il y a 2 ans, plus personne l'utilise, et si tu l'utilises, t'as l'air con en plus, t'as l'air vraiment ringard, quoi. Et moi je suis partisan de pas dater une série parce que je crois vraiment au potentiel de revisionnage d'une série ou d'un film, et du coup je fais souvent le choix de les faire parler le plus normalement possible, donc comme des adultes le feraient finalement, en mettant des considérations, des tournures de phrases plutôt, et parfois certains mots effectivement propres à un langage jeune. Mais il ne s'agit pas d'essayer de faire absolument du jeune à tout prix, parce que premièrement ça va très mal vieillir, c'est à peu près sûr et certain, et en plus effectivement je ne suis plus ado, donc c'est pas inné chez moi quand j'écris de le faire. Après, ils ont quel âge dans votre équipe? Votre équipe, alors les comédiens ont tous entre Colline qui était la plus jeune au tout début de la série, elle devait avoir 17 ou 18 ans quand ça a commencé. Maintenant Flavie qui joue Lola dans la saison 6 est la plus jeune, mais entre cet âge-là, 16-17 ans, et le plus vieux avait, je crois, 25 ans à l'époque pour faire un gamin de 16 ans. Ça voilà, passe. quoi. Et après, pour le langage, non, on n'avait pas de consultante sur le langage. Ils m'ont fait assez confiance pour être dans les clous. De toute façon, tu te fais tacler indirectement dès que tu as utilisé du verlan qu'on n'utilise plus. Il en reste peu qu'on utilise encore. Oui, c'est les acteurs. Moi, j'ai tourné avec des ados, je ne sais plus dans quoi et tout. Il y a dit, non, ça ne dit pas. Et du coup, c'est l'acteur qui. Bien sûr, il faut faire confiance au comédien pour s'approprier un texte. Sur certaines tournures de phrases ou choses comme ça. Vous changez les dialogues de temps en temps, vous Tout le temps. Non. Faites des propositions quand même ou pas? Non, oui, il y a des trucs qui vous plaisent pas. Je suis très respectueuse des auteurs. Enfin, pas toujours. Enfin... Non, mais c'est vrai quand même, quand c'est bien écrit. Parce que je suis en face. Je l'ai pas dit, moi. Non, mais en plus, j'adore la contrainte. C'est-à-dire, je trouve que c'est hyper intéressant. Toujours vouloir tout ramener à soi ou à sa façon de dire les choses. Quand j'entends des acteurs à des lecteurs, je dis, moi, je le dirais pas comme ça. Je dis, on s'en fout, c'est pas toi. C'est aussi intéressant de. Alors, moi, vraiment, ça soit très dur à dire en bouche, qu'il y ait des consonnes, je sais pas quoi. Mais sinon, je trouve ça intéressant comme exercice de trouver aussi de s'épanouir dans un autre phrasé aussi, voilà. Donc non. Quand on écrit,
idéalement, si on a un bon auteur, on n'est pas totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire que les dialogues vont pas sonner faux, y compris si on fait une série avec des jeunes, ça va sonner jeune, si on fait un truc historique, ça va sonner historique, etc. quoi. Après, moi, je fais beaucoup confiance aux comédiens, aux comédiennes, aux metteurs en scène aussi pour adapter, si jamais un truc ne passe pas en bouche, voilà. Évidemment. Oui. Si jamais c'est un adolescent ou un presque adolescent qui lit le texte et qui dit mais ça en fait ça se dit plus du tout, lui faire confiance aussi. Moi j'ai aucun problème avec l'improvisation, avec la correction in situ si jamais il y a quelque chose. Après je remercie Barbara de respecter le travail des auteurs, puis effectivement c'est notre boulot a priori. Ouais. Non pas tous, mais t'as des très mauvais. Visiblement, pas tous les directeurs d'acteurs, pas tous les auteurs. Mais soyons honnêtes, tous les comédiens ne respectent pas, il n'y a pas que des bons auteurs non plus, c'est un travail. Et finalement, une série, un film, c'est jamais qu'un travail d'équipe entre des auteurs, un réalisateur, une réalisatrice, des comédiens, comédiennes, etc. quoi. Donc c'est hyper important que c'est jamais figé. Tant que c'est pas devenu quelque chose à l'écran, finalement, c'est pour soi, quoi. Donc bien sûr que les comédiens sont importants. Tant qu'ils respectent le travail de l'auteur et les personnages, on s'en fiche un peu si c'est pas exactement le bon dialogue, quoi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est votre équipe de scénaristes, parce que vous êtes directeur d'écriture. Ouais. D'abord, ils ont quel âge et comment vous travaillez avec eux? C'est-à-dire, c'est quoi les allers-retours avec eux? Enfin, ça se passe comment? Moi j'ai fait mais ça dépend des projets, en fait. Quand tu commences sur un projet, c'est une commande où tu proposes quelque chose, mais en tout cas, tu arrives au stade là où tu vas devoir avoir des auteurs en renfort parce que tu ne peux pas le faire tout seul. Intéressant de prendre des auteurs adaptés au projet, c'est-à-dire typiquement pour Scam France, qui est une cible plutôt 16-25 à la base comme série, j'ai été chercher des auteurs qui étaient jeunes pour être au plus proche des personnages, de leur considération, de leurs problématiques, aussi pour le niveau de langage, puis aussi parce que ça me plaisait de travailler avec des gens plus jeunes. Ils avaient pas non plus 15 ans, hein, mais ils avaient entre 23, 24 ans et 35 ans pour les plus âgés. Et quelle formation en général? Ils viennent d'où? Ils viennent de la FEMIS, ils viennent du CEA, l'école que moi j'ai faite, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Ils viennent de la Cité du cinéma. Ils viennent parfois pas du tout de ces backgrounds-là. Ils ont juste appris à écrire, parce que c'est un métier qui s'apprend malgré tout. Donc j'ai aussi voulu donner la chance à des jeunes auteurs. Parce que ça fait une super carte de visite. Donc j'ai pris des gens qui étaient scénaristes depuis 1 an, 2 ans. Je les rencontrais. Je lisais des choses à eux. Tu exploites des jeunes, donc. Non, pas du tout. Mais non, justement, parce que tu veux... Ça se passait bien, ça pouvait parce que... Oui, je pense que je comprends, mais ça existe, en fait. Non, mais c'est super de donner leur chance, ouais, bien sûr. Mais là, c'était très, très glauque. C'est-à-dire, c'est juste quand tu sais que tu vas te payer, je te dis n'importe quoi, à 5 000 ou 10 000 ou 15 000 euros, alors qu'un autre auteur va prendre 30 000 euros, bon, bah, tu vas plutôt donner sa chance à un jeune. Et là, c'est logique, en plus, il faut que ça serve à ça aussi. Et puis là, c'était logique par rapport aux propos. Former des jeunes. Donc d'avoir des gens fun, d'avoir des gens qui savent se marrer, mais qui ont aussi des idées. Et une fois que je les ai recrutés, on est 5 auteurs, moi plus 4 auteurs par saison, pour chaque saison. On fait ces ateliers pour déconstruire, enfin pour construire toute la saison, donc 10 épisodes de 20 minutes. Et une fois que tout est clair, on sait ce qui se passe dans chaque épisode, chaque séquence, dans l'ordre et tout, ils sont envoyés en dialogué, j'en écris aussi évidemment des dialogués, ils font leur version de dialogué. Je les récupère, je la note, mais comme un prof, je dis ça va pas, ça c'est pas assez drôle, ça en fait t'as pas compris, il faudrait qu'elle arrive plus tard, etc. quoi. Ils font une deuxième version et à partir de là, je récupère tout, je réécris tout ce qu'il y a à réécrire. Parfois c'est très peu parce que j'ai des très bons auteurs, parfois c'est plus compliqué, mais c'est pas forcément leur faute. Finalement, on n'a pas tel décor, c'est une matière en mouvement, une série quoi. Et je réécris tout. Le producteur ou la productrice va me faire des retours, le réalisateur David Aurègle pour Scam France me fait des retours, je réécris, on envoie la chaîne qui va me faire des retours, je réécris. Finalement pour le tournage, on n'a pas tel décor, le plan de travail est trop serré, donc il faut enlever 3 séquences, je réécris. Et à partir de là, on peut partir en tournage. Ah ouais, il y a énormément de versions quand même. Il y a énormément, mais oui, il y a ça fait pas versions. peur ça, Barbara? Le fait vous allez vous lancer dans la série là, ça fait un bout de temps que j'écris déjà, donc en fait j'ai réécrit tout le temps, j'adore, non au contraire, c'est dingue quand, j'ai déjà écrit des trucs et une version que je lis et je suis très contente, et puis je la laisse reposer, puis je la reprends, puis ça me tombe des mains et je vois que on peut toujours améliorer. Tu peux toujours améliorer. Toujours. Et à un moment il faut s'arrêter d'ailleurs parce que sinon tu ne ranges jamais parce que tu peux toujours améliorer. Mais oui, on réécrit beaucoup. Après l'essentiel, là je parle pour tous les amateurs de séries notamment, c'est un truc qu'on commence à faire en France, mais qu'on a du mal à faire en France, c'est de faire confiance aux auteurs, en fait. C'est-à-dire pas estimer qu'à partir de la deuxième version, on va faire venir un gros auteur ou un auteur référent, puis dès qu'il y a un petit problème, on va faire venir encore quelqu'un. À partir du moment où il y a 8 voix, 10 voix, 12 voix qui s'emparent d'une série ou d'un film même, ça marche de la même manière. Ça perd son âme. Ce qu'il n'y a plus au début, en fait, ça va être probablement l'univers de l'auteur. Donc faire confiance aux auteurs pour mener à bien, même si à un moment il y a une crispation, ça prend un peu plus de temps.
ça va se décoincer, hein, on sait ce qu'on fait. Ça veut dire que c'est vous quand même, en fait, cette série Scam. C'est vous, c'est une part de vous quand même, Nils. C'est compliqué, je sais pas pour Barbara, mais c'est compliqué d'écrire sans mettre un minimum ou de soi ou des gens qu'on connaît, ou ce qu'on a expérimenté, ou ce qu'on aimerait expérimenter. Parfois, c'est l'ordre du fantasme. Mais oui, après, c'est des sujets très variés. Dans Scam France, chaque saison est centrée sur un personnage et il y a une thématique. Donc, on a abordé l'homosexualité, le cyberharcèlement, l'attouchement sexuel, l'addiction, la religion musulmane. La surdité, donc le handicap invisible. Donc évidemment, je ne suis pas une collection de tout ça, mais dans les traits des personnages, dans leurs relations sentimentales, amicales, familiales, etc., il y a forcément des bouts de nous qui filtrent. C'est hyper compliqué, je pense, de rien mettre de soi. On écrit des gens qu'on a connus ou des choses qu'on a vues ou qu'on a... Et puis je pense que c'est ça qui fait notre spécificité aussi d'auteur. C'est pour ça que quand tu regardes une série 2, c'est pas une série de quelqu'un d'autre en fait. C'est parce qu'il y a cette patte, il y a cet univers, il y a ces thématiques, ces réflexions. Et pareil qu'on écrit toujours le même livre, qu'on fait toujours la même série, le même film. Je pense que c'est un peu vrai, quoi. Il y a des choses qui restent d'un projet à l'autre. Donc il y a beaucoup de moi dans Scam France, effectivement. Il y avait du Hervé Admar dans Romance? Oh bah ouais, à 100%. Ouais. C'est que du Hervé Admar, ouais, bien sûr. Bah oui. C'est aussi ce qui fait, je pense, que le public les regarde, ces séries, c'est qu'ils vont aussi chercher quelque chose de particulier. Et je pense que le succès de Scam, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je vous parlerai bien d'une série dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Normal People, qui est un peu le phénomène de ces dernières semaines, qui a été lancé par la BBC, et qui est une série qui parle comme une traînée de poudre. Moi, ça me fait penser un peu à Scam, qu'on avait présenté à Fontainebleau il y a quelques années, où on sent quelque chose arriver parce que ça parle aux gens. Il y a tout de suite une adhérence en fait, parce que ça remplit un trou, ça vient parler à un moment précis d'un sujet. Là, le monde entier était confiné, Normal People est arrivé et c'est en train de partir comme une traînée de poudre. Donc on a rencontré l'équipe pour savoir comment ils avaient écrit, conçu et produit ce phénomène. It's a really, really well-told love story, and as much as anyone can ever be cynical about, romantic stories, everyone has a connection to a love story in some respect. And Sally created in Normal People, the novel, an incredibly detailed and truthful love story. And what we managed to bring across in the TV show, I hope, is, a representation of that book, and multiple generations have been able to access. It is also just a very unique version of a very powerful story structure. And I think that in the way that the novel also elicited great kind of love from its readers and became quite a thing, and that was in pre-pandemic world. There is something in there that's very special. But I do think that because we did the show in a way which is, in a sense, quite low key and very intimate in style and very truthful and quiet, perhaps it could have been lost. I mean, we always worried, how would audiences who are used to a sort of faster, more energized, more hooky sort of television storytelling, how would they respond to something as quiet and thoughtful as Normal People? And maybe just that the moment that it arrived allowed it to get past the defenses that an audience may otherwise have. Normal People, voilà une série qui est en train de faire un carton mondial avec deux acteurs qui la portent aussi, cette série. Je voudrais les citer, c'est Daisy Edgar Jones et Paul Mescal. Ils sont remarquables tous les deux. Il y a comme ça des évidences avec des acteurs. Ils apparaissent à l'écran, on se dit, ah bah oui, tiens, lui, il est fait pour être, ou elle est faite pour être là devant nos yeux. Est-ce que vous avez des projets tous les deux à venir dont vous pourriez parler, Barbara? Écoutez, moi j'écris, la série c'est un peu, on attend un peu de savoir où ça va. Sinon moi je suis en écriture de mon long métrage. Génial. Voilà, qui va être un film d'aventure personnel. D'accord. Avec vous Non, je joue pas dedans, moi. Ah, vous ne mettez pas en scène? Non, d'abord, au cinéma, je joue pas un clou. Je ne m'intéresse pas du tout. Non, moi, je vais réaliser. Puis j'ai envie d'être derrière chaque plan, derrière chaque... Ah ouais. Parce que déjà, ça avait surpris dans le cours de ne pas vous voir. Et Ah bah non, je ne pouvais pas. Enfin, j'avais pas du tout envie. C'était pas ça. D'accord. Mais ouais, non, ça va être un... Voilà. Si
une comédie. Enfin, c'est marrant, on parlait de la touche personnelle. J'ai passé 3 ans à écrire un film parce qu'un producteur m'avait dit un jour, ton premier long, il faut qu'il soit personnel. Donc, je suis allée chercher mon grand-père allemand, ton truc. Et dès que Schulz, voilà. Et en fait, c'est ça. Et puis, j'ai écrit un truc comme ça, qui m'éclatait, juste en m'écrivant un petit rôle dedans, en me disant, voilà, je le ferai pas. Et en fait, c'est parti, et ce truc-là va être produit, et c'est super, et voilà. Donc, ça sera personnel, mais ça sera d'aventure. Avec un premier rôle féminin? Oui, mais pas pour moi. Non, masculin-féminin, c'est un duo. Demandé, un père et une fille. fille. Moi, c'est ça que je raconte tout le temps. C'était père et fille, déjà, c'est encore ça. Voilà. D'accord, super. Bon, on attend avec impatience Barbara derrière la caméra d'un long métrage. Nils, pour vous beaucoup de projets de séries développés pendant ce confinement. Donc là, ça va être un peu la foire d'empoigne pour savoir ce qui va partir. Auteur, on peut travailler beaucoup à blanc et jamais rien voir à l'écran. Mais donc là, parmi tous ceux que j'ai pu travailler pendant ces 6 derniers mois, je ne peux pas répondre lequel va partir en premier, ni quoi ni qu'est-ce, mais plein de sujets différents, beaucoup de thématiques récurrentes d'un projet à l'autre, parce qu'évidemment, je me mets dedans de manière très égocentrique. C'est quoi la thématique récurrente chez toi? Il y a beaucoup la solitude, il y a beaucoup... ça va être hyper dépressif dit comme ça. Le besoin... Mais ça, c'est là où, du coup, vers la fin de l'émission, rentre comment c'est. Non, mais du coup, vient avec ça un principe beaucoup plus joyeux du besoin de trouver sa place quelque part, dans une famille, dans un groupe d'amis, dans la société, dans un boulot, etc. J'aime bien ce côté de se sentir décalé par rapport au monde dans lequel on vit et de vouloir trouver sa place. Donc ça, c'est pour les séries. Après, le passionnant, ça, comme thématique. C'est assez, et puis assez large. Et non, les projets là immédiats, c'est donc le film de Nadège Loiseau, 3 fois rien. Ah oui, j'aime beaucoup Nadège Loiseau. J'aime beaucoup son cinéma, ouais, qui a fait donc ce premier film, Le Petit Locataire, avec Karen Viard, exactement. Donc voilà, c'est son deuxième long métrage que j'ai eu la chance de coécrire avec elle. Et elle a repris ses comédiens, Philippe Rebaud, Antoine Bertrand, comme le vin. Et donc en post-production, je ne sais pas quand au cinéma, mais bientôt j'espère. Et je mets en scène un one-man show depuis 2 ans et demi. Qui est, on est pluridisciplinaire en tant qu'auteur. Donc j'ai aidé à l'écriture du one-man show et je le mets en scène au Théâtre du Marais à partir de septembre. Ça fait 2 ans et demi que ça se joue, mais voilà, ça reprend là en même temps que la réouverture des théâtres. Super Nils, merci beaucoup Nils Raoult d'être venu ici. La série Scam, donc c'est sur France.tv/. Barbara, on peut vous retrouver dans Romance, sur France.tv bien sûr, signé Hervé Admar, Romance. Marie Merci à tous les deux. Merci. Demain, on enchaîne avec une autre émission. On reçoit la comédienne Constance Dolé, aussi un visage bien connu dans les séries. Et oui, on va continuer à parler séries sur Internet. Et l'année prochaine, ce sera Fontainebleau, c'est promis. Merci. Ah oui. Rendez-vous au château. Ah ouais, vous êtes invité, bien sûr, invité d'honneur. On compte sur vous. On compte sur vous. Merci encore. Merci.